On invite professeur Iraqi et professeur Alami à nous rejoindre. Merci. Alors, chers confrères, on va enchaîner par un thème aussi important que le précédent. Alors, comme vous le savez, le diabète sucré est associé à un risque plus élevé par rapport à la population générale de décès de causes vasculaires, de survenue de maladies coronaires fatales ou non fatales et d'AVC. Alors, les dernières recommandations des sociétés savantes préconisent de personnaliser le traitement de diabète de type 2 d'emblée en fonction des risques cardiovasculaires. Alors, pour parler de ce sujet, on a avec nous un duo fait d'éminents orateurs. C'est le professeur Iraqi Hind, professeur d'endocrinologie et diabétologie à la faculté de médecine de Rabat, responsable du de diabétologie à la faculté de médecine de Rabat. On a également le professeur Alami Mohamed, professeur de cardiologie installé dans le secteur privé à Casa. Il a été président de l'association marocaine de cardiologie entre 2004 et 2007, président de l'association marocaine de prévention cardiovasculaire. Il est maintenant président élu de la Société marocaine de cardiologie. Il a également développé plusieurs logiciels dans le domaine des maladies cardiovasculaires. Actuellement, il fait des recherches sur le raisonnement médical et la prise de décision clinique. Je remercie les laboratoires Technimed, Atlas Pharma, particulièrement Sokeina qui ont sponsorisé ce thème qui va se faire généralement en 50 minutes. Merci beaucoup. Salam alaikum. Salam alaikum. Ça fait plaisir d'être ici avec vous. Tabarakallah alaikum ala le congrès. C'est vraiment formidable avec une bonne assistance et un joli cadre. Merci aux organisateurs et merci aux amis. Et ça me fait aussi plaisir d'être avec ma confrère, Madame Iraqi Hind, puisqu'on a préparé ensemble, au lieu que chacun fasse un topo tout seul, en espérant que vos deux hémisphères, واحد يكون في la cardio, واحد يكون في l'endocrino, vous allez être les meilleurs, mieux que nous. Merci. Salam alaikum. C'est un plaisir pour moi de faire les duos avec mon ami Si Mohamed Alami parce qu'on s'amuse beaucoup à le préparer et on prend beaucoup de plaisir à partager avec vous nos réflexions. Et je remercie infiniment les laboratoires Atlas Pharma parce qu'ils nous font une confiance totale et on a cette liberté de parler pendant 50 minutes ensemble sur la gestion du risque cardiovasculaire chez le diabétique. Je vous apprends rien en vous disant que le diabète, c'est le tsunami de notre siècle et que, comme c'est la première épidémie mondiale qui est liée à une maladie non infectieuse, il est important qu'on puisse travailler dessus et je suis ravie que dans tous les congrès, les journées de médecine générale, vous parliez de la diabétologie et, bien entendu, de la cardiologie. Alors, la prévalence du diabète, vous le savez, elle est aux alentours de 10,6% déclarée en 2017, avec un prédiabète à 10,4%. Je pense que les chiffres sont aujourd'hui un peu plus élevés, mais pas tant que ça. La question que je vais poser à mon ami, c'est Mohamed Alami, s'il veut répondre au milieu de la salle, c'est d'abord les chiffres de pression artérielle de l'étude Stepwise, où on a environ 30% de patients, quand on voit les deux sexes confondus, qui sont hypertendus. Alors, si Mohamed, est-ce que tu es d'accord avec ces chiffres? Comme j'ai dit, pour le diabète, je pense qu'on devrait être autour de 12-13% au Maroc. Pour l'hypertension artérielle, qu'en penses-tu? Effectivement, l'étude Stepwise, c'est la dernière en date que l'on ait, 2017 et 2018, faite avec l'OMS et le ministère de la Santé, où on évalue les diabétiques à 10% de la population marocaine et les hypertendus à 29,3%. C'est bien ça, c'est le chiffre. Et pour l'hypertension artérielle, il y a une légère baisse par rapport à la dernière étude qui date de 2000. Donc pour l'hypertension, bravo les cardios,
Les généralistes, les endocrinos, les internistes, les médecins en général. Bravo pour l'hypertension, mais le diabète, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi c'est pas... Il y a plutôt une tendance à l'augmentation. Ma question, c'est est-ce que tu es d'accord avec ces chiffres? Est-ce que tu penses que c'est réellement la prévalence de l'hypertension qui était en 2017? Parce que nous, par rapport à nos chiffres, quand on fait des enquêtes, on est toujours au-delà de 12%. C'est vrai qu'on a les personnes au-delà de 20 ans. Donc, quand on est au-delà de 60 ans pour le diabète, on dépasse 30% de prévalence. Est-ce que c'est 29%? Nous, la dernière étude qu'on avait fait sur le terrain, sur plus de pratiquement 10 000 personnes de la population de la région de Casablanca, on avait un tiers, on avait 33%. Donc franchement, je pense pour l'hypertension, le chiffre est bon. Tant qu'on n'a pas d'autres chiffres, je crois qu'on, de toutes les façons, c'est celui qu'on garde. Très bien. Donc on va discuter ensemble d'un cas qui est une femme de 45 ans avec un indice de masse corporelle à 32 kg par mètre carré, déjà connue hypertendue, diabétique depuis 10 ans, qui fume, qui est aussi suivie aussi bien on va dire en diabétologie pour garder que ce soit chez vous ou chez nous, puisqu'on peut partager, comme vous le savez, les candidats diabétiques. Tous les diabétiques ne peuvent pas être suivis par un médecin de famille, même s'il a fait un DU de diabétologie, mais une grande majorité peut l'être, notamment lorsqu'il n'y a pas de complications importantes ou si jamais vous arrivez à bien la contrôler. Donc, on a une pathologie cardiovasculaire avec en plus des douleurs au niveau thoracique, avec une dyspnée. C'est une patiente qui consulte pas vraiment son cardiologue. Si la LAMI lui donne des rendez-vous, mais elle oublie. Elle vient aussi chez nous de façon assez aléatoire, donc on n'arrive pas à avoir un suivi assez régulier comme on le voudrait, que ce soit en diabétologie ou chez le cardiologue. Et puis, elle arrive un jour avec une forte dyspnée. Elle a des chiffres de pression artérielle qui à la dernière consultation, n'étaient pas si élevés. Et là, vous le voyez, on est à 185-95 mm de mercure. Elle va avoir une fréquence respiratoire à 75 par minute et fréquence cardiaque, pardon. Je vais augmenter, je crois qu'avec l'âge, je ne vois plus bien, je ne vois plus très bien. Attendez, hop, voilà, c'est mieux comme ça. Et puis, la dernière fois qu'on avait fait l'écho, on trouve la fraction d'éjection à 52%. Et si la LAMI lui avait dit, il faut suivre, il faut absolument intensifier et ne pas venir une fois tous les ans, tous les six mois en consultation. Et pourtant, elle ne vient que de temps en temps quand elle a mal. Si tu permets, la dernière fois qu'elle avait fait une écho, ça faisait déjà 2 ans. Elle n'est pas revenue et elle avait effectivement une fraction d'éjection à 52% qui est correcte. Et elle avait une HVG, donc LVH, c'est HVG, et elle avait une grosse oreillette gauche, ce qui traduit une augmentation des pressions à l'intérieur du cœur. Voilà. Pourquoi c'est important? C'est parce que lorsque vous recevez les patients des cardios et qui vous donnent l'échographie qu'ils ont faite, le compte rendu, eh bien, vous devez, et c'est votre rôle aussi, insister auprès du malade pour qu'il continue sa consultation et que ce soit chez le cardiologue ou chez le médecin qui s'occupe de la diabétologie. L'éducation thérapeutique, c'est ici qu'elle trouve tout son sens. Quand on n'explique pas au malade, le malade ne sait pas pourquoi il doit revenir. Quand on n'explique pas au malade qu'il y a un problème, sans l'alarmer, parce qu'on ne doit pas alarmer les patients, eh bien, il n'est pas censé devenir docteur et savoir exactement pourquoi, à quoi sert le ventricule, etc. Mais il est important qu'il puisse comprendre que même, parce qu'elle n'avait peut-être pas dyspnée quelques mois auparavant, que même sans signe clinique, eh bien, l'intérêt est là pour les consultations. Maintenant, son hémoglobine glyquée, elle vient chez nous, elle est à 8,5% avec un bilan rénal qui semble correct et un débit de filtration glomérulaire qui est à la limite 58 millilitres minute. Je dis à la limite. Est-ce que vous êtes tous d'accord pour dire que 58, c'est pas la limite forcément ici? Qui pourrait me dire que c'est un bilan normal? Même 60 millilitres minute.
Tout à fait. Il faut regarder l'âge. Et à 45 ans, c'est sûr que quand on a 58 millilitres minute, c'est que la progression vers la maladie rénale chronique et l'insuffisance rénale, elle va de façon très rapide, que ce soit à cause de son diabète, de son hypertension. On est vraiment en train d'aller avec une vitesse supérieure vers les complications rénales. Et donc, il ne faut pas considérer que c'est une valeur qui est normale ou subnormale. Elle a un chiffre de LDL cholestérol à 0,9 avec des triglycérides pas très élevés à 2,5 grammes par litre. Est-ce que vous êtes d'accord pour dire pas très élevé ou par rapport à la normale, ça vous paraît élevé? C'est élevé? C'est élevé par rapport à la normale, mais je dis pas très élevé parce que, vous le savez, au niveau du risque cardiovasculaire, d'abord on va se concentrer sur les LDL et ensuite on va aller regarder les triglycérides. Et donc à 2,5, il va falloir d'abord intensifier le traitement sur les lipides. Donc l'excrétion urinaire d'albumine est à 15, donc pour l'instant on n'a pas de néphropathie. Et puis je vous présente le traitement qu'elle prend. La chance qu'on a, c'est que c'est une patiente qui prend le traitement et qui ne duplique pas. Je m'explique, je n'ai pas prescrit un traitement pour la tension et si elle a mis un autre et elle a pris les deux. Attention s'il vous plaît, c'est votre rôle en tant que médecin de famille. C'est l'un des rôles qui peut-être est le plus important, c'est que vous devez vérifier tous les traitements que les patients prennent. Peut-être qu'elle vous suit, qu'elle va voir si elle a mis et qu'elle me suit également. Et malgré tous nos efforts, on se retrouve avec des personnes qui peuvent avoir 2 IEC ou 2 ARA2 ou un IEC, un ARA2, 2 sulfamides et j'en passe. Donc, le rôle du médecin de famille, c'est de vérifier qu'il y a le bon traitement adapté au patient. Et donc, elle est sous irbesartan 150 avec l'hydrochlorothiazique à 25. Et puis, pour le diabète, metformine 850 et Rosuva 5. Je vais donc commencer par analyser les patients. Vous êtes d'accord avec moi pour dire que c'est une patiente jeune? Très jeune. Ok. Vous êtes d'accord avec moi pour dire que c'est une patiente qui a un diabète qui a une longue durée? Oui. Alors, ça fait 10 ans de diabète connu. Elle aurait eu un diabète à 35 ans. Ça veut dire qu'on a quelques années peut-être de diabète méconnu. Mais également, est-ce qu'on peut éliminer un diabète de type 1 lent, le LADA? Est-ce qu'on peut l'éliminer? Non? Alors, 10 ans sous metformine relativement bien contrôlé, le diabète de type 1 lent, on pourrait peut-être le mettre de côté, très probablement que c'est un diabète qui est dû à son obésité, à une obésité abdominale, et c'est la raison pour laquelle elle a eu un diabète à 35 ans, c'est assez fréquent. Et du coup, on peut dire que c'est une patiente jeune qui, alors on n'a pas parlé de son activité, bon maintenant qu'elle a une dyspnée, elle va être plutôt sédentaire, mais vu son BMI depuis un moment, c'est une patiente qui ne fait peut-être pas beaucoup d'efforts au niveau activité physique, ni au niveau diététique, on va devoir revoir tout ça. Et puis, pour son traitement, la metformine 2 fois par jour, que ce soit 850 ou 1 gramme, eh bien, c'est un traitement de départ qui est correct et qu'on discutera tout à l'heure. Donc, quand je vais analyser mon patient, d'abord, même si jamais je suis un médecin qui suit la patiente essentiellement pour le diabète, ben j'ai des priorités, j'ai des prérogatives. Je vais d'abord éliminer les urgences, devoir stratifier le risque, contrôler le diabète, et puis j'ai mis adresser en vitesse au cardiologue. Et comme j'ai le plaisir aujourd'hui d'être sur le podium avec Sidi Mohamed, eh bien, je vais poser toutes les questions que je veux, toutes les questions que vous voulez à Sidi Alami pour pouvoir avoir ces réflexions. Donc, je démarre par les dangers. D'abord, les urgences que je dois éliminer. Est-ce que c'est une douleur thoracique? Est-ce que cette dyspnée, elle est due à une insuffisance cardiaque? Et puis surtout, la poussée hypertensive. Est-ce que j'ai bien pris la pression artérielle? On l'a vu dans le topo précédent. Bah, oui, il faut prendre la pression artérielle, la recontrôler. Et puis, il n'y a pas d'urgence diabétologique, on est d'accord. Mais on va quand même, bien sûr, traiter la patiente dans la même consultation. Donc, pour péricardite, infarctus, embolie pulmonaire et dissection aortique, eh bien, je vais, bien entendu, commencer en demandant si la LMI à discuter sur les urgences. Et la première dont il va me parler, c'est... Je voudrais revenir à ta diapo, elle est très bien faite. Déjà, quand vous avez une patiente comme ça, pardon, est-ce que... les diagnostics, vous voyez péricardite, infarctus, embolie, est-ce que on doit les suspecter devant quoi? Alors, moi, je souhaite ou les détails de la douleur thoracique, comment elle est. Alors, cette dame a des douleurs légères chaque fois qu'elle fait des efforts modérés.
Dès qu'elle commence à marcher un peu, elle a les deux. Et une petite douleur et un peu d'essoufflement. Elle est essoufflée et elle s'arrête. C'est comme ça depuis 6 mois. Alors, est-ce que un de ces diagnostics vous... Hein? On devrait Est-ce qu'il y en a un qui vous tient à cœur et que vous devez clarifier? Infarctus? Ça fait 6 mois. Péricardite? Aucun. شي واحد اللي ستابل هذه 6 شهور هو عنده نفس الحالة. C'est pas la peine d'aller faire des scanners, des choses. La clinique est capitale. Alors maintenant, l'hyper-urgence pour l'envoyer hospitalisation ou l'aide à d'accord. Maintenant, effectivement, tu as bien schématisé les problèmes qu'on peut avoir. C'est quand même une douleur thoracique qui survient à la marche. On ne va pas la laisser comme ça tout le temps. Quand elle a 45 ans, elle marche 50 mètres, 40 mètres, ça fait elle arrête. Donc, il y a un problème. Il faut diagnostiquer d'où vient la douleur. Est-ce que c'est une douleur typique angineuse, angine de poitrine, parce qu'elle a beaucoup de facteurs de risque, ou là, une douleur qui vient d'autres causes, respiratoires entre autres. Elle on dit respiratoire parce qu'elle a aussi cet essoufflement. Et vous savez, elle a fumé et elle a une bronchite, on va dire, chronique avec une BPCO. Donc, chaque fois qu'il y a un essoufflement, on ne sait plus si c'est le cœur, avec par exemple une angine de poitrine peut s'accompagner d'essoufflement, ou bien c'est uniquement sa BPCO qui fait qu'elle est essoufflée quand elle marche. Donc, on la voit comme ça. C'est pas évident. Même si on est deux, il aurait fallu qu'on ait avec nous un pneumo et pour prendre des décisions. En tout cas, l'urgence vitale. Il a جات عندكم باش تصيفطوا à la clinique ما كايناش. D'accord? Maintenant, on va piocher une à une ce que vous voyez là, la douleur thoracique, la dyspnée et ces chiffres de tension à 18,5. واش إلا جات عندكم au cabinet ou là عند madame Iraqi, est-ce que on va l'envoyer en majorant le traitement ou est-ce que vous la laissez à 18,5 ou غتزيدوا لها في الدواء? « 18,5, c'est beaucoup. On ne peut pas la laisser partir. C'est vérifié 3 fois et elle vous dit à la maison, je trouve du 19. Ça fait, on est sûr. Voilà, donc cette dame-là, alors je vais avancer. Moi, quand elle vient me voir, elle me dit, je veux un coroscanner. Je veux voir, est-ce que mes artères sont bouchées? Vous voyez, c'est à la mode le coroscanner. Tout le monde aime bien voir ses coronaires. Alors, est-ce que vous êtes d'accord? Est-ce que on va lui dire, allez-y. Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est fiable? Est-ce que vous le demanderez à une dame qui a 45 ans? Oui, effectivement, bien sûr, l'obésité aussi explique en partie la dyspnée. Maintenant, on parle, cette dame, je veux faire un coroscanner pour voir mes artères. Eh bien, ce qu'on doit faire, nous, on lui répond comme ça. Est-ce qu'il n'y a pas d'urgence? On a passé. Est-ce que cette dame, vous lui ferez une troponine ou pas? Alors, j'aimerais bien savoir. شكون ما غيديرهاش وشكون غيديرها troponine غديرها non شكون غيديرها levez la main au moins comme ça on va 50% à juger même pas 40% qui va pas demander de troponine 60 normalement mais il y en a qui lèvent pas du tout la main il y en a qui lèvent 2 fois la main. Croyez-moi, plus de 25 ans d'expérience. Oui, très bien.
c'est une bonne remarque. Vu qu'elle est diabétique, pensez à voir le CG, et le CG est normal. Le CG est normal, et le message pour moi qui est très important, parce que la vie, tous les jours, je vois des confrères demander la troponine, demandez-la quand il y a quelque chose d'aigu qui se passe. Pendant 20 minutes, 1 heure, ECG, troponine, d'accord. S'il n'y a rien de aigu récent, hier ou aujourd'hui, c'est pas la peine. Il a qu'un avant-hier, ou il a qu'un d'abord on ne demande pas de troponine. On la demande quand on suspecte un accident aigu. Un accident aigu, c'est ou la douleur forte, ou la dyspnée forte, ou un malaise, ou des vertiges, ou là, elle perd connaissance. Je peux demander, elle a perdu connaissance. Mais ici, elle est stable depuis 6 mois, pas de troponine. On est d'accord? Voilà. Et les diabétiques, ils vont pas sentir. Non, c'est pas possible. On va le piquer pour la troponine s'il a un symptôme, s'il a quelque chose, ou si son ECG est anormal. Excuse-moi, c'est Mohamed, juste pour le diabétique, parce qu'on a eu un cas dernièrement dans le service qui était hospitalisé, qui avait diabète, HTA, et qui avait un suivi cardio. Et pendant la visite, tout allait bien, et je change de lit, et puis il commence à faire aïe, 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 comme ça. Un monsieur, bien. Alors je dis, mais je me retourne, je dis, qu'est-ce qu'il y a? Le monsieur n'était pas plaintif avant. Il me dit, c'est bizarre, j'ai pris mon petit-déj et j'ai des aigreurs. Ben, des aigreurs, ben, je le regardais, j'ai dit, d'habitude, vous avez des aigreurs? Il me dit non. J'ai regardé, vite, 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 trop peu ECG. Ben, il faisait un infarctus. Mais si jamais, alors à côté, les autres à côté, le lendemain, quand j'ai fait la visite, ils m'ont dit, mais nous aussi, on a des aigreurs depuis longtemps. Et c'est là où vraiment on fait la différence. Je dis juste ça par rapport au diabète. C'était mes résidents, j'avais des jeunes internes en visite, ils étaient clip cool, tranquilles. Je dis mais dépêche-toi de me faire le CG. Et on a vu l'infarctus vraiment en aigu sur place. Mais quelqu'un d'autre, non. Donc même chez le diabétique, on doit attendre quand même des signes pour vous, en urgence, faire la tropo. Sinon, ben, le CG, vous devez le faire parce que effectivement, ça faisait longtemps qu'elle était comme ça. Je voulais juste donner cet exemple-là parce qu'on l'a vécu en visuel et c'était le seul signe qu'il avait. S'il m'avait dit « j'ai mal à l'estomac depuis toujours », j'aurais quand même hésité. Mais vu que c'était vraiment brutal pendant la visite, ben, je l'ai cru et on est parti et c'était un ECG et on a eu de la chance de le prendre aussi vite. Donc, le message est clair, s'il y a un symptôme nouveau, et qu'on est diabétique ou pas diabétique, parce que même les non-diabétiques peuvent faire des infarctus à manifestation digestive. Devant un symptôme, on peut penser et faire une troponine, mais s'il n'y a pas de symptôme, ne le faites pas. Le coroscanner, c'est très simple, c'est non, pour la simple raison que pour faire un coroscanner, ici c'est les indications, vous voyez à gauche du tableau, là, coroscanner, quand est-ce qu'on le fait? Quand le risque est faible et en général chez les diabétiques qui ont un diabète récent. Quand le risque est élevé, il ne va pas nous amener des éléments puisqu'il a une valeur prédictive négative qui est faible. Alors regardez, ce qu'on doit faire chaque fois que vous hésitez chez un diabétique et je dirais même un non-diabétique, on revient toujours à la même chose, calculer le risque cardiaque. Le risque cardiaque, muhim, parce que s'il est élevé, ça va nous aider dans les diagnostics et dans les traitements. Quel le risque habot? Je suis tranquille. Donc, calculer le risque. Le message d'aujourd'hui, il y a un nouveau calcul du risque pour les diabétiques. Là, ça fait des années qu'on attend qu'il y ait un risque pour les diabétiques. Le score européen ne tenait pas compte du diabète. Aujourd'hui, en 2023, il y a ce qu'on appelle le score de diabète. C'est formidable. Ça nous permet de calculer le risque chez le diabétique. Et là, on ne va pas rentrer dans les détails, mais il faut cocher. Je trouve 21 points chez cette dame. Et regardez, quand on a 21 points, on vient ici. Le 21, il est là. Vous le voyez?
Oui ou non? Vous dormez? Oui, il y en a qui ont dit oui. Alors, regardez, 21 points. Suivez avec moi. Risque 47% de faire un événement cardiaque. Une chance sur deux, c'est un risque énorme. Vous me suivez? Et regardez l'encadré. C'est une région à très haut risque cardiovasculaire. La Société européenne de cardio place le Maroc, comme les pays de Nord-Afrique, dans la région à très haut risque cardiaque. Par contre, s'il était dans un pays européen à faible risque, regardez, c'est la ligne d'en haut, la première ligne, vous la voyez? Je qu'on a un point, 14. Vous voyez que la région géographique, socio-culturelle, ethnique compte beaucoup. Chez nous, cette dame est à très haut risque. Elle serait ailleurs, elle serait à moindre risque. Voilà. Donc, ça, c'est le risque cardiaque et on peut dire qu'il est à très haut risque. Les personnes à très haut risque, je vous l'ai dit, le coroscanner ne va pas aider. Elle a 10 ans de diabète, je pense qu'elle aura des calcifications sur le coroscan qui vont empêcher de voir les artères coronaires. On va juste lui injecter un produit de contraste qui n'est pas bon pour ses reins. Elle va être irradiée et ça ne servira à rien. Donc le coroscan, c'est non. Et si vous voyez sur ce tableau, on va aller vers un test d'ischémie. Chez elle, on a choisi une scintigraphie cardiaque. La scintigraphie cardiaque, c'est faire un test d'effort le plus souvent au début. Si la personne ne peut pas le faire, on lui injecte un produit, la persentine, et ça permet, juste pour comprendre le principe, s'il y a des artères qui sont sténosées comme celle du milieu, vous la voyez? Oui? Elle est sténosée. Quand on va injecter le thallium, eh bien, il va se placer, mais par contre, toute la région qui est irriguée par l'artère du milieu, ça ne va pas arriver au cœur. Donc, on aura des défects au niveau du cœur. Et ce qu'on va voir, c'est que, voilà, après on fait l'imagerie et on aura des choses comme ça. La partie basse, elle ne fixe pas le produit. Cette personne a très certainement une sténose de la coronaire droite qui irrigue la partie inférieure. Et au repos, quand on utilise un traceur qui s'appelle le Sestamibi, on réinjecte une deuxième fois le produit et vous voyez qu'au repos, le débit est suffisant, donc elle fixe. C'est formidable, ça veut dire qu'il y a une artère qui est sténosée et on va à la coro et dilatation coronaire quand elle s'y prête. Vous voyez le raisonnement? Voilà. Et on a un autre traceur qui s'appelle le thallium, on n'a pas besoin de réinjecter, on attend 3 heures et le temps que la partie inférieure fixe le produit et après 3 heures, ça commence à fixer, ça s'appelle la redistribution. Donc, on va lui demander une scintigraphie. Ça, c'est pour la douleur thoracique. La dyspnée, il y a la BPCO, l'obésité et peut-être une sténose coronaire, on passe. Alors, c'est un message très important parce qu'en discutant avec mes collègues cardio à Rabat, on se rend compte qu'il y a beaucoup de médecins, tout venant, qui peuvent demander même des coroscans ou les tropos sont trop demandés à mon avis pour des situations qui ne sont pas adaptées et c'est pourquoi c'est vraiment bien d'avoir un correspondant cardiologue qui puisse nous orienter. Donc déjà la patiente d'emblée, on lui a posé la question de la dyspnée, donc on a vu qu'elle avait déjà une limitation très importante de son activité physique, on a suspecté l'insuffisance cardiaque avec la dyspnée d'effort notamment. Et tu veux dire quelque chose dessus là? Donc on est déjà orienté par rapport à tout ça. On a d'emblée demandé la scintigraphie. Et puis le plus important ici,
En consultation, c'est cette poussée hypertensive. Chez un diabétique, comme d'ailleurs un non-diabétique, on sait que de toute façon, on va avoir une mortalité qui est toujours élevée, notamment lorsque la pression artérielle, ici, était multipliée par 7 sur la systolique, que ce soit chez les diabétiques ou les non-diabétiques. Et pourquoi c'est intéressant chez nos patients diabétiques? C'est que, justement, les complications à type d'infarctus ou autres vont être potentialisées, augmentées. Si Mohamed El Alami nous dit, après 10 ans de diabète, de toute façon, il y a des calcifications, bien entendu, je leur dis toujours, vous n'avez pas, entre guillemets, encore de complications, parce que de toute façon, si on regarde au niveau artériel, les artères ont déjà des dépôts lipidiques, ont déjà des anomalies au niveau rhéologique. Donc, important de regarder que l'influence du diabète chez les hypertendus est importante et qu'on va avoir cette potentialisation aussi bien des infarctus que des AVC, que des décès cardiovasculaires chez les patients diabétiques. Donc, en consultation, si vous vous le rappelez, notre patiente avait une HTA que, on va dire, sévère d'emblée, on l'a vérifié trois fois, avec un grade 3, et elle était traitée par irbesartan. Alors tout à l'heure, vous avez dit oui, on ne va pas la laisser sortir. Il ne faut pas laisser sortir ces personnes-là, sauf si vous avez le cabinet du cardio qui est collé. Peut-être, vous voulez demander au cardio s'il est collé à vous, mais vous ne pouvez pas laisser cette patiente sortir sans augmenter son traitement. Alors ici, peut-être qu'il y a certains qui vont passer de l'irbesartan 150 à l'irbesartan 300. Je vous pose la question, est-ce que certains feraient ça? Et si Mohamed va poser la question. En tout cas, nous, on a rajouté de l'amlodipine et on va justement voir avec Sila El Alami combien est-ce que c'est important, mais aussi combien est-ce qu'il faut individualiser les traitements. Même antihypertenseur. Je vais sauter un peu parce qu'on est un peu en retard. Alors, tu as bien fait d'ajouter l'amlodipine parce que la question qui se pose, est-ce que je double la dose d'un médicament de tension, elle était à 150, ou j'ajoute de l'amlodipine? Eh ben, dans les recommandations, c'est clair, et je vous ai amené les recommandations de 2023 de la Société européenne, et vous voyez que la première phrase qu'ils disent « Start with dual combination therapy ». Donc, commencez avec 2 produits d'un seul coup et up titrate. Après, vous augmentez. Vous passez à la dose plus forte. Ne commencez pas par un médicament, zid fil qiyas dialo, tqalb al deuxième. Dans les recommandations, on commence avec 2 d'office et après, on augmentera la dose. Donc, tu as très bien suivi les recos d'hypertension. Donc, l'association IEC ou ARA2 avec les calciques, ça marche très bien. C'est une association qui est revenue. Entre parenthèses, regardez, bêta-bloquant diurétique n'est plus interdit. Bon, mais il y a des préférences. Alors, oui. Donc, cette personne-là, il faut ajouter l'amlodipine, c'est très bien. Mais la question qui se posait et qui reste... Voilà, qui reste posée, c'est la suivante. C'est, est-ce que j'aurais pu, c'est un calcique, pour calcique, est-ce que j'aurais pu ajouter les non-dihydropyridine, calcium channel blocker, c'est-à-dire c'est des calciques, mais bradycardisants. Vous connaissez? Diltiazem. Vous connaissez ou pas? Alors, le problème de ces molécules-là, qui les utilise facilement? J'aimerais bien savoir. Ouais, non, pas le cardio, pas notre... ça me réconforte que vous les utilisez pas. Parce que, regardez, ils sont pourvoyeurs de dysfonction ventriculaire gauche, et cette dame qui est obèse, hypertendue, diabétique, qui a une dyspnée et qui a une HVG, ce sont tous des facteurs d'avoir de l'insuffisance cardiaque. Alors, la dame, surtout pas. Donc, du moment que vous les utilisez pas, on va pas s'attarder. Et en plus, elle a une BPCO. Une BPCO égale risque d'insuffisance cardiaque multiplié par 5. Donc, la dame, elle a tout pour faire de l'insuffisance cardiaque. Et en plus, j'ai pas de dosage du BNP. Donc, et même s'il était normal le BNP, je vous le dis, je lui donnerai pas.
parce que ça voudrait dire qu'un jour ou l'autre, elle va faire une poussée d'insuffisance cardiaque. Donc, c'est bien de le doser pour savoir si elle l'a. Vous l'envoyez au cardiologue de façon sûre tout de suite, de toute façon, elle va aller chez le cardio. Donc, c'est non. Et ça, c'est l'algorithme, c'est ce que je vous disais. Le BNP a une forte valeur quand il y a une insuffisance cardiaque avec une fraction réduite et un gros ventricule gauche dilaté. Chez les personnes comme la dame obèse, HVG, le BNP peut ne pas monter. D'accord? Et donc, c'est pas un critère très important et surtout qu'il y a beaucoup de... Je vais vous montrer juste une slide pour ça. Quand le ventricule gauche est dilaté, c'est la tension pariétale, c'est la distension des fibres du ventricule gauche, mais qui est comme un élastique, qui déclenche le BNP béchitla. Et là, le BNP. Donc, quand c'est dilaté, le BNP va monter. Et quand vous avez à droite une hypertrophie du ventricule gauche, quand il y a cette hypertrophie, eh bien, les fibres ne sont pas tendues. Le BNP pourra être normal. Et donc, à ce moment-là, on ne peut pas se fier chez les personnes qui ont un HVG au BNP. Et pour le diagnostic d'insuffisance cardiaque à fraction d'éjection préservée, c'est beaucoup de critères et on laissera au cardiologue le soin de faire ça. Par contre, moi, c'est un moment important puisque je suis en train d'asseoir le traitement de l'hypertension. Grâce à son amlodipine, elle a baissé. Elle n'est pas à l'objectif total. Et je vous dis, elle a une diastolique à 85. Et l'Héroco 2023, la diastolique entre 7 et 8. 7 et 8. Chez elle, la maximum doit être entre 13 et 14. Éventuellement, si elle supporte, entre 12 et 13. Entre 12 et 13. C'est l'idéal pour elle. Donc, elle n'est pas à l'objectif de tension. Et puis, il y a quelque chose qui me dérange. Le risque d'insuffisance cardiaque, elle a une épée de Damoclès qui va lui tomber sur la tête. On la voit venir, ce genre de dames font des poussées d'insuffisance cardiaque. Et qu'est-ce que je peux faire pour aider? C'est que cette HVG, il faudrait la combattre. Comment est-ce qu'on combat l'HVG en dehors des médicaments? Une tension toujours, je préfère chez elle 12-13. Objectif 12-13. Dayman. Deuxièmement, je vérifie que la nuit, elle est diabétique et tout. Obèse, est-ce qu'elle fait pas de l'apnée du sommeil? D'accord? 12-13. Je vérifie s'il n'y a pas d'apnée du sommeil. Le milha, régime sans sel, strict. Pour la simple raison que le sodium stimule à lui tout seul l'hypertrophie du ventricule gauche. En dehors de la tension. Une personne a 11 de tension, avec 11 de tension, si elle consomme beaucoup de sel, elle peut faire son HVG. Donc l'HVG est lié à la tension, elle est liée à la prise de sel et elle est liée au poids. La dame la tension de 12-13. Et j'ai une dernière chose qui est capitale, je vais choisir un médicament qui va essayer de réduire l'HVG. Ça, c'est très important. Alors, les amis, plusieurs fois m'ont demandé, parmi les IEC, les ARA2, le médicament peut réduire. Vous avez ici une image basée sur les études, toutes les études avec les ARA2, donc le losartan, le valsartan, vous voyez, et il y en a qui sont efficaces pour le rein, comme losartan, irbesartan, d'autres cognitifs comme des artans, et insuffisance cardiaque valsartan, HVG losartan. Je peux lui donner du losartan. Ou dans les IEC, si je suis parmi les IEC, je vais choisir celui qui a une action sur l'HVG, le lisinopril. Le lisinopril,
en post-infarctus et en insuffisance cardiaque, vous voyez quels sont les médicaments efficaces pour la neuropathie et pour l'atteinte rénale. Vous avez, basé sur les études, l'efficacité de chaque drogue dans chaque situation. Et si vous retenez ces noms-là en post-infarctus et insuffisance cardiaque, regardez, je vais citer zofénopril, lisinopril, captopril, enalapril. Et je vous montre la diapo d'après, basée sur les études. Vous avez enalapril, lisinopril, captopril, zofénopril. C'est-à-dire que cette slide est faite uniquement sur la base des grandes études. Donc, et l'HVG, vous allez me dire, lisinopril qui est efficace avec l'HVG, eh bien, il y a des études comme celle-là, lisinopril, une grande étude qui reverse LVH through improved aortic compliance. Le rôle du lisinopril sur la compliance de l'aorte fait que ça va diminuer l'HVG. Un jour, Inch'Allah, on pourra parler du rôle de l'aorte dans l'HVG, mais aussi dans les accidents vasculaires cérébraux en distalité. C'est quelque chose de très intéressant. Il y a toute une science sur l'aorte, l'aortologie. Et donc, l'aorte est une pièce maîtresse pour en amont et en aval. Donc, on a assez de preuves. Et pour switcher vers lisinopril, amlodipine, ça tombe très bien. Pourquoi j'ai pas pris losartan? Ne me réponds pas, mais le losartan avec amlodipine dans le même comprimé, on n'en a pas. Par contre, au Maroc, par contre, lisinopril, amlodipine dans le même comprimé existe. Voilà, je sais que ils n'ont pas été gentils avec le temps. Je pensais qu'on avait 30 minutes chacun, ça faisait 1 heure, mais on nous a donné combien? 40 minutes. Non, on a encore un peu. Alors, je vais m'arrêter là parce qu'en fait... Oui, vas-y, pose une question, après on y va, vas-y. Non, merci pour ta question, Rach. Chaque fois, je le répète. Répète la question. Est-ce que à chaque fois, je répète la même phrase pour les gens qui ont même une insuffisance rénale, jusqu'à 30 millilitres de clearance, l'hydrochlorothiazide n'est pas interdit, il n'est pas toxique et il reste efficace. Et elle a 58, c'est des choses fausses que de dire attention, elle a une insuffisance rénale manatéache, le diurétique thiazidique. C'est complètement faux. Le message, c'est que jusqu'à 30 millilitres de clearance, il est efficace et vous le donnez, prescrivez-le. Et à moins de 30, écoutez bien, il n'est pas dangereux, il est juste inefficace. Même à moins de 30. Voilà. Merci beaucoup pour la question. Je voulais m'arrêter là parce que dans la salle, vous faites beaucoup de diabétologie. Et vous savez tous individualiser les traitements en fonction des différentes situations cliniques. Et on n'a jamais dit que les sulfamides sont mauvais ou que les IDPP4 sont mieux que les autres, etc. Simplement, on sait que lorsqu'on va avoir, par exemple, une insuffisance cardiaque, c'est les SGLT2 inhibiteurs qu'on va proposer en priorité, quel que soit l'état du patient, même au niveau de l'hémoglobine glyquée. Et c'est vraiment ce qu'il faut faire, même par rapport au choix du traitement antihypertenseur protecteur au niveau cardiaque ou au niveau rénal. Et on a rarement ce type de possibilité de se retrouver pour challenger les uns les autres, sans dire que celui-là, il est meilleur que celui-là. Mais en tout cas, vous avez vu les études, eh bien, dans cette perspective de cette patiente en particulier, on a préféré le lisinopril associé à l'amlodipine. L'autre chose qui est importante, c'est le choix qu'on a fait par rapport à ne pas mettre le losartan, c'est justement pour pouvoir diminuer un comprimé dans la journée de la patiente. Et ça, pour la compliance, c'est vraiment exceptionnel. Donc, et puis, c'est sur les recos. Effectivement. Et c'est sur les recos. SPC, c'est sur les recommandations. SPC, single, pill combination.
Du coup, c'est important vraiment de revenir là-dessus et de rappeler qu'en général, les IEC vont, comme vous avez vu, réduire la mortalité, mais qu'il va falloir adapter chacun. Donc, dans la stratification du risque cardiovasculaire, je ne vais pas revenir. On a juste quelque chose de très important, c'est qu'aujourd'hui, on a beaucoup de traitements pareils, statines, ézetimibe, associations, etc. Et lorsqu'on regarde les nouvelles recommandations spécifiques pour le patient diabétique, eh bien, on se rend compte que les cibles du haut et du très haut risque en termes de LDL sont basses. Et par exemple, très haut risque cardiovasculaire, prévention secondaire, on doit demander notamment moins de 0,55 de LDL cholestérol. Et je trouve que les prescriptions habituelles sont assez timides. Quand je dis assez timide, c'est que c'est un lapsus, c'est qu'on a des effets hypocholestérolémiants qui vont être différents en fonction des situations et que même avec la statine la plus haute intensité, on va avoir en moyenne, ça veut dire pas tout le monde, on a des très bons répondeurs, des moyens répondeurs et des répondeurs, on va dire plutôt mauvais, et que quand on veut viser une baisse de 50% du LDL cholestérol, eh bien, elle était sous rosuvastatine 5, si vous vous rappelez, elle avait un LDL cholestérol qui était à 0,9, c'est ça. Et du coup, on se rend compte qu'on est chez cette patiente très haut risque cardiovasculaire bien loin de l'objectif, d'où l'intérêt non seulement de proposer des statines de haute intensité. Et dans la salle, je voulais savoir, est-ce que vous prescrivez beaucoup la Rosuva 20 et la Torva 40, par exemple? La Torva 40. Oui? Alors, c'est quelque chose de très important. Il faut qu'on s'arrête là-dessus et je pense que si la LMI est tout à fait d'accord avec moi pour dire que c'est une patiente pour qui jamais la rosuvastatine 5 n'aurait dû être proposée. Jamais. On aurait dû d'emblée commencer avec la 10 si on avait choisi la Rosuva et qu'on aurait augmenté à 20. Et maintenant qu'on connaît son risque cardiovasculaire, on aurait dû associer aussi les étimibes. Et je vais le laisser faire juste une slide peut-être sur les lipides pour comprendre que dans vos prescriptions, vous devez associer les traitements et surtout, vous devez commencer par les statines de haute intensité avec des vraies doses. Et que si, à part les cardiologues et les endocrinologues, je trouve qu'on est encore avec les collègues en sous-prescription de doses, eh bien, on doit aller à des vraies doses pour des patients en très haut risque cardiovasculaire en prévention secondaire. C'est de la Rosuva 20. Vous pouvez commencer par la 10 si vous voulez, mais il faut arriver à la 20 juste après parce que vous n'êtes pas arrivé à l'objectif. Et je dis souvent aux malades, je commence, mais je sais que je ne vais pas y arriver. On va augmenter la dose et même associer les traitements. Et aujourd'hui, on a des étimibes qui est en association d'ailleurs proposée chez nous. C'est Mohamed? Oui, alors, merci d'avoir mis le point sur ça. Une personne qui a très haut risque cardiaque, c'est la même chose qu'une personne qui a déjà fait un infarctus. C'est-à-dire, une autre fois à des accidents cardiaques si on fait rien. Si on fait rien, il va faire son régime, il va faire la marche, en sachant que dans les études, on en a parlé juste hier de prévention secondaire, il ne va pas changer ses habitudes alimentaires. Il y a moins de 5% des gens qui changent leurs habitudes, qui arrêtent de fumer et faire du sport et manger sainement après une attaque cardiaque. Le message est clair, on a besoin d'aider avec des médicaments, avec des statines. Et là, l'objectif, celui qui est coronarien, ou là très haut risque comme cette dame, il faut arriver à quel chiffre de LDL? 0,7, ça fait déjà 6 ans. 0,55, moins de 0,55. Donc, n'ayez pas peur devant ces gens-là d'arriver à 0,55. Alors, on va faire un tout petit calcul et merci pour ta slide, celle-là, où tu nous as montré combien fait baisser chacune. Et ce qu'il faut rajouter, si je passe du Rosuva 5 mg à 10, en doublant la dose, je vais baisser de 6% de plus. Si je passe de 10 à 20, on a 6%, c'est-à-dire j'aurai 12% de plus. Faites le calcul, c'est très facile. 12% de plus, voilà ce que ça donne sur mes slides. Voilà, normalement, on doit être à moins de 0,55. Et elle est à 0,9. Même
si vous passez à 20, vous aurez 12% de plus de baisse. Shalia, allez rapidement. Vous faites 0,9 fois 0,88. Vous allez trouver 0,79. C'est tout. Est-ce que je suis à l'objectif? Non. Là, il faut ajouter les étimibes qui va faire baisser de 20% de plus, 23% de plus. Et je serai à l'objectif, et c'est dans les recommandations, c'est encadré en bleu. Ben écoute, notre malade en a tardé, il faut qu'on lui donne une ordonnance pour qu'il puisse s'en aller. Tu as 1 minute à toi, 1 minute à moi. Vous avez vu la gentillesse de Sil Alami pour contrôler mon diabète, il veut faire ça en 1 minute. Donc, clairement, on a vu l'intérêt de switcher et d'arriver à un traitement antihypertenseur avec le lisinopril. On a vu l'intérêt de rajouter de l'amlodipine. Il est donc sous trithérapie pour l'hypertension, mais aussi pour le cœur. Pour le diabète, je vous laisse facilement deviner que je vais lui rajouter à sa metformine. Qu'est-ce que je vais rajouter? Que vais-je rajouter? Je suis là. Tu es là. Ben, bien sûr. Un ISGLT2, bien entendu. Et dans cet ISGLT2, on a finalement, chez ce patient diabétique, fait le tour. On a pu contrôler la pression artérielle, contrôler les lipides. On a prescrit l'ISGLT2 pour pouvoir contrôler, aider à contrôler l'insuffisance cardiaque. Mais est-ce qu'en prescrivant l'ISGLT2 associé à la metformine, je vais arriver à un objectif 7,5 d'hémoglobine glyquée, à votre avis? Non. Il faut simplement prévenir le malade. Et quand vous allez prévenir le malade, vous allez lui dire « Ok, aujourd'hui, on va vous mettre un traitement qui va d'ailleurs la soulager et qui va avoir une baisse. On est arrivé pleinement dans nos recommandations. Mais si l'objectif d'hémoglobine glyquée au bout de 3 mois ne va pas être amélioré, eh bien, on doit rajouter un autre traitement contre le diabète, pour contrôler le diabète. Personnellement, j'aurais très bien pu proposer l'ISGLT2 et un autre traitement sur place ou après 3 mois, tant que le patient n'était pas avec des glycémies qui dépassaient 2 grammes. Voilà l'ordonnance. On va mettre, si la LMI en dernier pour l'ordonnance, je la fais moi-même, d'accord. Donc pour l'ordonnance, on est OK pour dire que c'est un patient qui a gardé la metformine. De toute façon, c'est notre Habibat el-Jamahir à nous. Ensuite, j'ai le T2 inhibiteur qui va être proposé aussi bien pour tu m'as fait perdre mes mots. Pour l'hémoglobine glyquée à faible dose, mais aussi pour l'insuffisance cardiaque. Et puis, on a proposé le lisinopril comme IEC et l'amlodipine ainsi que le diurétique. Rosuva est importante parce que les étimibes et la rosuvastatine vont être les seuls qui peut-être vont arriver. Je dis peut-être, il faut vraiment que ce soit des bons répondeurs, mais en tout cas, c'est ce qu'on va avoir sous la main pour pouvoir arriver à l'objectif de LDL cholestérol à moins de 0,55. Et puis, voilà. Nous sommes avec notre ordonnance commune et j'espère qu'on a pu vous montrer à quel point la collaboration est importante. Vous pouvez connaître tout ça, mais le cardiologue est indispensable pour pouvoir même orienter les bilans. L'endocrinologue aussi va être indispensable pour pouvoir contrôler le diabète, mais aussi pour décider avec vous des traitements. On peut très bien travailler tous ensemble. La connaissance ne veut pas dire forcément la compétence. Et c'est bien de comprendre et de connaître, mais c'est bien aussi discuter entre nous. C'est pour ça que notre dernière slide de conclusion, c'est vraiment cette multidisciplinarité, cet amour de nos patients diabétiques hypertendus, que ce soit en médecine de famille, en endocrinologie ou en cardiologie. On doit tous travailler ensemble pour qu'on puisse améliorer le pronostic de nos patients. Je vais laisser Si Mohamed. Non, alors on vous remercie tous les deux. Merci à tout le monde. Merci professeur El-Araqi, merci professeur Alami pour cette façon innovante de présenter un sujet avec 2 spécialités différentes. Je vous remercie pour le respect du temps. Je remercie les médecins qui sont ici présents, qui sont assez nombreux, pour leur intérêt à la formation médicale continue. Je remercie également le laboratoire, encore une fois, le laboratoire Atlas Pharma Technimed. Sans oublier, je remercie l'agence qui s'occupe de la logistique,
et essentiellement Hicham pour le travail magnifique qu'ils ont fait. Merci. 2, 3 questions. Merci, professeur Al-Araqi et monsieur le professeur Al-Alami. J'ai une petite question. Seulement, est-ce qu'on ne peut pas ajouter un anti-agrégant plaquettaire à l'ordonnance? L'anti-agrégant, c'est Mohamed. Alors, on a des nouveautés en termes d'anti-agrégants plaquettaires aujourd'hui dans la prévention primaire. Là, on est en prévention secondaire, donc peut-être que tu peux parler des deux. L'aspirine a toujours été, ces dernières années, au centre des discussions, puisque jusqu'à il y a 2 ans encore, on disait plus le risque, très haut risque, donner de l'aspirine en prévention avant même qu'il y ait un événement. Ici, cette dame n'a pas fait d'événement. Si c'était en 2020, on aurait dit il faut donner de l'aspirine. Aujourd'hui, les recommandations disent qu'on ne va pas donner d'aspirine, sauf si on a la preuve d'une maladie ou coronaire ou carotidienne, sténose carotidienne ou autre. L'aspirine présente un risque de saignement. Il faut perdre l'habitude de prescrire de l'aspirine juste en prévention comme ça. C'est 1% par an d'hémorragie grave. Et on a vu des malades qui ont eu des hémorragies graves avec l'aspirine. Donc, elle n'est pas dans les recommandations avant un événement, sauf situation particulière et discussion entre 40 et 60 ans. C'est là où on peut le plus discuter. Vous allez me dire entre 40 et 60 parce que c'est là où il y a le moins de risque de saignement et peut-être plus de bénéfices. Merci pour cela. Juste quelque chose, qu'il y a quelque chose, si Mohamed, où on a des difficultés, c'est pour déprescrire. Comment tu fais pour déprescrire? C'est dur, hein? Oui, déprescrire, ça veut dire adjoindre une ordonnance chez une dame comme ça avec aspirine d'un confrère. C'est une responsabilité de le laisser, c'est aussi une responsabilité de l'enlever. Vous êtes d'accord? Donc, ça m'arrive de l'enlever quand je sens qu'il y a un risque vraiment important, mais je vais prendre mes précautions. Je vérifie par des tests, par un écho-doppler qu'il n'y a pas de sténose carotide, et éventuellement, s'il y a un besoin, s'assurer que sur le plan coronaire, par certains tests d'ischémie, s'il faut qu'elle le fasse, qu'il n'y a rien, et à ce moment-là, on peut arrêter. Professeur Al-Alami, professeur Al-Araqi, veuillez monter ici pour vous remettre une attestation. Alors, allez, permettez-vous de vous remettre cette attestation de remerciement de la part de l'association pour votre participation à notre congrès. Merci beaucoup.